21 juillet 2025, un parc de Moucron bondé pour la fête nationale. We were born to be a move. We were born to be a bar. Mais ce soir au programme, pas de Brabanson, Born to be alive. juste un hymne disco, composé près de 50 ans plus tôt. Born. Born. Pour cet artiste, habitué à se produire aux quatre coins du globe, le moment a une saveur très particulière, car ce hit mondial a vu le jour ici même, et pas question de l'oublier. J'ai une histoire très profonde avec ce coin, avec Moucron, que j'ai connu. Vous savez que cette chanson a été concoctée ici, à Moucron. Donc vous pouvez être fiers de vous. Je vous aime. C'est un grand plaisir de partager ce moment avec le public de Moucron, parce que Moucron et moi, nous avons une histoire très longue. Et honnêtement, pour vous dire la vérité, je travaille très peu seul en ce moment. Je suis dans une équipe qui s'appelle Star 80, donc on est plusieurs artistes. Et j'ai accepté de venir ici parce que c'était Moucron et uniquement. Et c'est une sorte de vrai pèlerinage pour moi. Et honnêtement, c'est un vrai plaisir d'être là, quoi. Born to be Alive, un exemple parmi bien d'autres de hits produits à Moucron et sa région. Ce soir, à Moucron, Soleil Disco. D'un seul coup, tu deviens culte. Et ça, c'est magique. Une région où les disques d'or se comptent par dizaines, dans des répertoires très différents. 1 300 000 ou 400 000 du single, je ne me souviens plus. Donc forcément, ça marque une vie et une carrière, quoi. C'est qu'entre les années 60 et 2000, Moucron est une capitale incontournable du showbiz. Moucron est le centre du monde. Ce tout petit périmètre de Moucron a été à l'avant-garde d'énormément de phénomènes musicaux. 40 années de succès, dont certains hautement improbables. C'est la danse des canards qui, en sortant de la mare, se secouent le bas des reins et font coin coin. Dans ma tête, j'ai dit, si ça marche, je me coupe les couilles. J'ai bien fait de pas le dire tout haut. À l'origine de ces tubes en série, des pionniers visionnaires. Leur force, ils sont pas au courant de tout, mais ils sont populaires. Et des artistes toujours à l'affût des dernières tendances. C'était un tourbillon, on est parti dans le truc, les galas, les télés. On aura 3 studios qui tourneront H24. On était vraiment le moteur, en fait, de cette musique belge. Moucron, un laboratoire musical mythique où DJ et compositeurs étaient rois. Les disquaires nous fournissaient des disques, voire des maquettes, pour diffuser, pour voir la réaction du public. Si je voyais que ça bougeait pas trop, je dis bon, laissez mort. Une ville également associée à certaines légendes urbaines, comme la venue de Madonna. Madonna n'a jamais foutu les pieds à Moucron. Quand la légende est plus intéressante que la réalité, on choisit la légende, c'est normal. Entre légende et réalité, comment cette aventure a-t-elle été possible? Il y avait une émulation. Dans une équipe de foot, quand il y en a un qui joue bien, les autres veulent jouer aussi bien que lui. Ah, et c'est comme ça que l'équipe avance. Un nouveau cycle est-il envisageable? Réponse dans ce document inédit, au cœur d'une région qui a marqué à jamais l'histoire de la musique populaire en Belgique. Cette grande place, Jean-Noël, originaire de Waterloo, l'a découverte à 15 ans. Aujourd'hui, avec 65 printemps de plus au compteur, cet ancien journaliste est l'un des derniers à avoir connu le relais de la Poste, un ancien temple de la musique, transformé en banque depuis lors. Il y avait la salle du relais de la Poste qui était à l'étage, avec l'escalier qui partait là. L'entrée que nous venons d'emprunter, c'est celle que le public utilisait à l'époque? Tout à fait. L'entrée se faisait par ce passage. C'était vraiment un phénomène. Il y a plein de jeunes qui n'ont pas réalisé les groupes qu'ils ont vus. Mais comparativement aux autres clubs, c'était un lieu où les gens venaient pour la musique. Ces groupes, nous y reviendrons. Car à l'origine, le bâtiment photographié ici dans les années 20
est réservé au bal populaire. Un concept que Jean Van Loo, personnage clé dans l'histoire musicale de la ville, transforme au début des 60s, lorsqu'il épouse Ginette van Pottelberg, la fille de l'exploitant, avec qui il a 2 enfants. Le relais de la Poste intrigue beaucoup mon père dans le sens où il dit tiens, il y a des établissements en haut où ils font des bals populaires, des choses comme ça. En bas, ça marche, c'est la brasserie. Et mon papa, qui est maître nageur, qui n'a pas envie d'être maître nageur peut-être toute sa vie, même s'il aime ce métier, il a un sens musical, il le prouve des fois. Les autres maîtres nageurs m'ont raconté ça par la suite, que mon père faisait de la musique avec les seaux en étain, par exemple. Donc ça devait déjà être quelque part dans sa tête une envie de changer de métier et d'aller vers quelque chose de musical. Son objectif, modifier la programmation du relais de la Poste. C'est qu'aux accordéonistes populaires de la région, Jean Van Loo préfère les musiciens plus dynamiques, comme les 3 frères italiens Cogoni, rencontrés à Roubaix. Des frères qu'il décide de produire sur la place de Moucron. Le contact passe tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Avec la réticence de voir ce qu'on peut faire. Toujours est-il qu'ils deviennent un gros président du relais de la Poste. Ils peuvent répéter au relais de la Poste. Ils peuvent jouer un dimanche sur 4. Ils sont au programme. Ils deviennent des vedettes, entre guillemets, de la région. Très vite repérés et invités sur Paris, les Cogoni permettent à Jean Van Loo, devenu leur producteur officiel, d'approcher le monde très fermé du showbiz en France. Et d'y rencontrer notamment l'entourage de Gene Vincent, alors en pleine gloire. Entre les Moucronois et le tourneur parisien de Gene Vincent, un certain Jean-Claude Camus, ici à droite, futur producteur de Johnny Hallyday, le courant passe bien. À tel point que début 63, Jean Van Loo signe Gene Vincent au relais de la Poste. On est en janvier, donc ce jour-là, il fait particulièrement mauvais et il n'y a pas d'autoroute. Ils ont du retard au départ de Paris. On attend à 20h, il n'est pas venu. À 21h, il n'est toujours pas arrivé. À 22h, il ne viendra plus. À 23h, on ferme le club. Les gens s'en vont et on se retrouve une vingtaine dans le café. Pendant ce temps-là, on aperçoit de l'extérieur 2 phares jaunes. De la voiture descend Gene Vincent et puis il dit « Je veux chanter ». Devant 20 personnes. Il veut chanter. Il se fout de savoir s'il y a du monde ou pas du monde. Il dit « Je veux chanter ». Donc on rallume vite fait le dancing et Gene Vincent se donne à fond sur cette scène devant 20 personnes, comme s'il était encore au Palais des Sports devant 5000 personnes. Un coup de maître donc pour Jean Van Loo, malgré le faible public resté sur place. C'est qu'à l'issue du concert, Gene Vincent et les Cogonis, rebaptisés Sunlights pour mieux coller à l'époque, décident de collaborer sur une tournée belge et française. Une tournée qui affiche complet et qui fait beaucoup parler d'elle. Il fait un peu vulgaire à première allure, mais quand on entend sa voix, je connaissais pas, mais quand on entend sa voix, on oublie sa vulgarité, enfin. Et ça fait 6 ans qu'il tient, il tiendra encore peut-être 10 ans comme ça. Pour nous, Européens, ça nous choque un peu, mais je pense que point de vue purement rock, c'est un bon homme. Souvent présent sur scène, Jean Van Loo décide alors de tout miser sur le rock, ce courant de plus en plus populaire chez les jeunes. Durant l'été 64, le Moucronois décide de transformer l'étage du relais de la Poste en club de concert. Le 20 Club, le club des 20 ans, voit le jour. Ça change, c'est révolutionnaire. C'était pas toujours très bien accueilli, tout ça. Il y avait beaucoup de jeunes dans la rue. Ça dérangeait parfois un petit peu les gens plus âgés, je dirais, qui avaient connu autre chose. Il y avait, de toute façon, c'était une contre-culture. Hein, ça, c'est évident. Mais alors, à Moucron, c'était étonnant, parce que c'était pas une ville forcément très, très importante, quoi. À cette époque, Jean Van Loo, dont la notoriété ne cesse d'augmenter, multiplie les contacts à l'étranger. Son ambition, imprimer le 20 Club sur la carte du rock.
c'est les 60s, c'est le rock, qui va donner envie à mon papa d'aller en Angleterre pour aussi rencontrer les musiciens de là-bas et les studios d'enregistrement de là-bas, ce qui lui permettra de rencontrer Ricky Stein, qui sera un des éléments primordiaux du 20 Club. Voilà, le 20 qui deviendra vraiment un centre, je dirais, dans le monde. À ce moment-là, il n'y a pas 36 endroits. Le 20 Club en fait partie. C'est qu'entre 64 et 67, l'amitié tissée avec Ricky Stein, producteur anglais influent debout à gauche, permettra au 20 d'accueillir des noms prestigieux, comme les Animals ou les Small Faces, pour ne citer que. À cette époque, qu'est-ce qui différencie le 20 des autres clubs? La musique, la qualité des groupes. Jean Vanloo devient quelqu'un d'important dans ce système-là. Et Vanloo commence à être connu. Et les groupes anglais qui viennent et qui retournent en Angleterre et qui parlent entre eux, ils font que d'autres groupes se disent « on voudrait jouer ». Une réputation à son apogée en mars 67, avec la venue de Jimi Hendrix, alors en tête des charts, avec son premier hit. Une époque où le 20 Club fait office de lieu sacré pour les amateurs de rock. Ces photos de Jimi Hendrix sur scène deviennent légendaires. Une belle histoire qui prendra pourtant fin quelques mois plus tard, faute de rentrée suffisante. Parce que ça marche et ça paye pas. Les groupes coûtent de plus en plus cher. Il y a une 500 places et la situation financière des jeunes n'est pas rutinante. Et Jean Vanloo va passer à autre chose. Mais c'est pas du tout la fin de l'aventure pour Jean Vanloo. Pas du tout, c'est le commencement d'une nouvelle aventure. Je n'arrive jamais à savoir si tu m'aimes vraiment. Une aventure synonyme de virage à 180 degrés pour le Moucronois. Après le chapitre 20, cap sur la musique carrément commerciale via son agence d'artistes Unidance. Une agence gérée avec Robert Petit, aujourd'hui disparu, mais aussi avec cet homme, chargé à l'époque du placement des artistes. Ça, c'est ma carte de visite de l'époque. Unidance, résidence et jardin, rue de Menin, à Moucron, Alain Régis. Je la garde en souvenir, cette carte, et j'y tiens fortement. Moi, à l'époque, je passais mon temps au téléphone. Je passais mon temps à appeler des gens qui cherchaient des groupes, qui cherchaient des orchestres. Et une fois qu'on avait conclu une affaire, on allait voir la secrétaire, elle tapait la lettre, elle tapait les contrats, on envoyait les contrats. Et ces groupes, vous les placiez dans quelle région à l'époque? Beaucoup dans tout ce qui est au-dessus de Paris. Beaucoup ce qui est au-dessus de Paris, en Bretagne, en Belgique. C'était nos clients principaux. Et on était connus même à Paris, tout le monde nous connaissait. Et pour évoquer ces groupes, direction le domaine de la Blomerie, haut lieu moucronois de la fête, à la rencontre de ce musicien lillois. Sous contrat chez Unidance à l'époque, il a ensuite notamment dirigé le prestigieux Olympia à Paris, sans jamais oublier ses débuts pour autant. On faisait l'Angre dans l'Est le samedi, et le dimanche, on jouait à Nantes en matinée. Tu vois, donc on faisait 2000 bornes sur le week-end. Et donc, en général, le lundi ou le mardi, quand on rentrait de Bretagne, ou qu'on rentrait de l'Est, ou qu'on rentrait du Sud, parce qu'on faisait vraiment toute la France, on venait à tour de rôle amener la commission de l'agence au bureau de Jean, quoi. Donc voilà, c'est un peu comme ça que j'ai connu Jean. C'était très business. C'était très business, c'est très... je vous donne du boulot. C'était sympathique, mais business. On sentait qu'il fallait pas déconner, quoi. Parallèlement à son agence, Jean Vanloo reste actif dans la production musicale. Pour son nouveau créneau commercial, il décide alors de faire appel aux meilleurs musiciens locaux. C'est là que débute sa collaboration avec Jean-Luc Drillon, toujours actif 55 ans plus tard. La musique, c'est extraordinaire. L'homme, qui répète son dernier spectacle Piano Insolite, n'a rien oublié de leur rencontre alors qu'il sortait du conservatoire. Des groupes m'avaient dit que lui plaçait des artistes, justement, il avait le réseau, comme on dit maintenant. Hein. Donc je suis allé le voir, j'ai expliqué un peu qui j'étais, il est venu voir le groupe, ça l'a intéressé,
Et de fil en aiguille, dans les rapports avec Jean, il m'a dit, tiens, tu joues du piano, tu joues de la guitare, moi je cherche un arrangeur. C'est quoi un arrangeur, Jean-Luc Dréan? Un arrangeur, c'est quelqu'un qui prend une chanson brute, c'est-à-dire il y a un texte, il y a des accords, il y a une mélodie, et de ça, ben, il faut arranger ça avec un batteur, avec une basse, avec une guitare, avec des violons, avec des chœurs, selon ce que le producteur décide. Et en matière de décision inspirée, la première de Jean Van Loo dans son nouveau répertoire concerne ce titre. Messieurs, comme homme grand, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Reprise par son groupe fétiche, les Sunlights, cette chanson, Le Déserteur, écrite par Boris Vian, est jugée transgressive et censurée en France. Mais pas en Belgique, où le disque reste accessible. Il va arriver que ce disque va sortir en Belgique, que les jeunes vont danser sur ce disque. C'est toujours ça le plus important. Et ce disque va devenir numéro 1 en France grâce à l'intervention d'un monsieur qui s'appelle Marcel de Kekeler, qui est un accordéoniste qui tient le magasin de disques de la rue de la Marlière. Mais il est aussi éditeur, il est aussi producteur. C'est un musicien, c'est un type qui a un nez fantastique. Marcel de Kekeler, l'autre référence musicale de la cité des Hurluys à cette période. Réputé pour son flair, cet éditeur croit dur comme fer au succès du Déserteur en France. Il propose alors à Van Loo de s'associer en échange de son réseau unique en radio sur Paris. Marcel avait une très grosse relation à Paris. Lucien Maurice, patron d'Europe 1, on avait une entrée dans les bureaux et dans la programmation d'Europe 1. C'est extraordinaire. Imaginez si j'avais ça aujourd'hui. Mon spectacle, Piano Insolite, serait numéro 1. Résultat, un premier carton pour le tandem Van Loo de Kekeler, qui décide alors de prolonger la collaboration. Le début d'une véritable usine à tubes 100% moucronoise, dans laquelle sont produits des titres populaires qui ont marqué plusieurs générations. Durant près de 10 ans, la plupart des artistes produits par le tandem se classent régulièrement en tête des ventes. Si tu savais combien je t'aime, et surtout ne m'oublie pas. Sur les murs des collaborateurs, les disques d'or s'accumulent alors rapidement. Une réussite considérée avec dédain par les Parisiens, qui parlent volontiers de belgerie. C'était, je dirais que c'était pas une insulte, enfin, c'était un mot d'humour un peu déplacé. Ça leur plaisait pas trop en disant qu'est-ce que c'est que c'est bouseux. Et surtout, n'oublie pas, reste chez toi et puis fous la paix au monde. Nous, on est là avec jolie parisienne, nanana. C'était ça le métier à Paris. Et puis ensuite, il ne faut pas enlever le fait. Alors, aussi bien Jean Van Loo que Marcel de Kekeler, ils se comportaient à Paris avec, comme moi je l'ai fait d'ailleurs après, avec les Parisiens, comme des bons Belges, des bons ch'tis, et ils le faisaient exprès. C'était un système pour qui continuent surtout, il était très important qu'ils continuent de croire que c'était des gros bourrins qui n'y connaissaient rien. Parce que pendant ce temps-là, comme ça va très très vite, ils faisaient le bon business comme il faut et les Parisiens ne les voyaient pas arriver. Donc non, c'était une technique. Romantique avec toi. Ces belgeries moucronoises, c'est avant tout une recette qui a fait ses preuves. Aujourd'hui avec toi. Alors, en quoi consiste-t-elle? Réponse avec la fille de Jean Van Loo, que nous rejoignons à Moucron, dans une ancienne salle dédiée au groupe populaire, le Thémis, réaménagée en bowling. Moi, je me souviens quand on allait chez Marcel de Kekeler avec mon père. Mon père avait des idées de chansons et chaque fois, Marcel devait les jouer sur son accordéon. Et quand ça sonnait bien sur son accordéon, il était d'accord. C'était une autre génération, ils n'avaient pas le même âge. Jean proposait à Marcel, Marcel décidait, hein, c'est lui qui est le patron. Mais Jean, il savait ce qu'il fallait faire pour que Marcel dise « c'est super ». Et moi, mon rôle, c'était ça.
c'était de faire des choses pour qu'il puisse réaliser le succès. C'était mon but. À l'origine de ces hits populaires, de longues séances en studio auxquelles Jean Vanloo participait activement. Des séances qu'aucun collaborateur n'a oubliées. Voir Jean travailler, c'était magique. C'était beau à le voir travailler. Perfectionniste? Ah oui, très très perfectionniste. Mais jamais il y avait un mot au-dessus de l'autre. Avec Jean, c'était toujours cool, toujours très calme. Et quand il avait un truc à dire, tout le monde l'écoutait. On ne cherchait pas à comprendre pourquoi il nous avait dit ça. C'était comme ça et c'était comme ça. Le tempo, c'était vraiment le truc. Donc il fallait, s'il s'était mis en tête que c'était pédale-pied à 120, comme il disait, donc la grosse caisse, pom, pom, pom. Si c'était 116 ou si c'était 124, il le sentait tout de suite. Il avait l'instinct. Ah, il avait l'instinct. C'était un génie. Pour Marcel de Koekeler, son associé, le sourire est aussi de mise devant ses succès à répétition, d'autant plus que le meilleur est à venir. Sorti en 1975, le morceau Brasilia Carnaval des Chocolates se vendra à 7 millions d'exemplaires. Un carton international pas vraiment programmé qui a marqué toute l'équipe de l'époque. Jean me dit, écoute, il faut des jeunes souriants, beaux, bien dansants et qui pourraient faire l'image de ce groupe. Je lui dis, écoute, j'ai ce qu'il te faut. Et je lui présente un groupe de Roubaix. Et il vient les voir, il dit, ah, c'est tout à fait ce qu'il me faut. Des gars souriants, jeunes, sympathiques. Et donc, c'est devenu Chocolates Boys. Et après, ils ont envie de changer parce que pour les télévisions et pour que le rendu soit plus explosif et beaucoup plus intéressant, ils ont pris des danseuses. Et pour la construction du morceau, on improvise tout autant sur base d'une vieille partition. Marcel avait des fardes avec des mélodies qui étaient sur papier. Et Jean arrive, on arrive au studio, et puis il arrive avec une feuille, comme ça, en disant, tiens, tu peux me faire quelque chose avec ça? Bah, je regarde, c'était un bête boléro. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça, quoi? Enfin, c'est triste. Alors il me dit, non, mais il faudrait faire un truc brésilien, faire un truc d'ambiance. Un truc brésilien, oh là là. Il faut savoir que le Brasilia Carnaval, c'est quand même quelque chose d'anormal, puisque la seule ville au Brésil où il n'y a pas de carnaval, c'est Brasilia. Ça, personne ne le sait. Et tout le monde chante Brasilia Carnaval à l'époque, c'est très comique. Mais c'est ça, leur force. Ils ne sont pas au courant de tout, mais ils sont populaires. Et Brasilia Carnaval est écrit sur une nappe de restaurant. On est à table avec Jean, tous les deux, et Jean il me dit, ouais, mais comment on va faire? Il dit, il faut faire un texte. Là, j'ai dit, il dit, t'as pas un truc? Je dis, moi, je sens Brasilia Carnaval. Je dis, Brasilia Carnaval, ça me dit avril au Portugal, à deux, c'est l'idéal. J'ai dit, Carnaval, à deux, c'est l'idéal. Ah oui, il dit, ouais, forever I love you. Il dit, il faut un peu d'espagnol. J'ai dit, te quiero mi amor. Et en fait, il parle pas espagnol, au Brésil, il parle portugais. On était nuls. Mais si Brasilia Carnaval devient malgré tout un succès, c'est grâce à Jean-Claude Pellerin, ici au centre de la photo. L'homme, producteur français proche de Guy Lux, va imposer le titre comme générique de son émission Ring Parade, où les stars de l'époque se bousculent. Le début d'un grand rapprochement entre Pellerin et Vanloo. Mon père est séduit par Jean-Claude. Il a des combines avec certaines personnes haut placées à la télévision française et il arrive à placer des artistes assez facilement. Jean est admiratif de Pellerin parce que c'est un flambeur, un beau parleur, un type qui fait des affaires, qui a des affaires en Israël, des affaires dans plein de pays. C'est un businessman, c'est un type qui claque des doigts, qui loue un avion pour aller 10 minutes participer à un concert à l'autre bout du monde. Marcel de Koekeler, lui, voit ce rapprochement d'un autre œil. C'est qu'au contact du producteur français, Jean Vanloo devient de plus en plus exigeant sur les normes de production, au point d'exploser les budgets, comme pour ce titre mixé aux États-Unis. Conséquence, des tensions qui s'accumulent dans le tandem moucronois, qui finit par éclater après 10 ans de collaboration. Mon père a 40 ans, Marcel était très terre-à-terre, il veut pas que les choses changent de trop. Mon père veut faire le tour du monde,
il veut rêver, il veut voyager. Jean-Claude est le parfait pilote pour l'amener à faire tout ça. Et quand mon père lui annonce qu'il s'en va, Marcel lui dit, ben, tu t'en vas, Jean, tu t'en vas tout nu, quoi. Voilà, bonne route. Hein. Sans le catalogue? Oui, sans rien. On oublie tout. On n'a plus les droits de production, on n'a plus rien. On n'a que les droits d'auteur, puisqu'il signe parfois des chansons en tant qu'auteur ou compositeur. C'est tout ce qu'il récupérera. Privé de revenus et désormais associé à Jean-Claude Pellerin, Van Loo doit repartir de zéro. Une période où il fréquente assidûment la Madrague, une petite discothèque champêtre d'Albec, très prisée à l'époque. Il y avait une espèce de petite fermette en pleine campagne, où il y avait plein de voitures autour et où on allait danser. C'était pas grand, c'était petit. On allait danser, on s'éclatait et on était superbement bien accueillis par une dame qui s'appelait Ginette, qui était la femme de Jean Van Loo. Toujours actif dans la production, Jean Van Loo y entretient son réseau, tout en testant ses nouveaux titres sur le public. Un public très hétéroclite. Il y avait tout un mélange de gens, à la fois des très jeunes étudiants, les ouvriers fêtards, mais aussi la grande bourgeoisie de l'île Roubaix et Tourcoing, et puis, de par Jean, énormément d'artistes et de musiciens, etc., qui traînaient là-bas. Parmi les artistes rencontrés sur place, cet homme, devenu depuis lors parolier à succès, notamment pour le plus gros hit d'Hélène Ségara. 1 300 000 ou 400 000 du single, je ne me souviens plus. Donc forcément, ça marque une vie et une carrière, quoi. Une carrière rendue possible grâce au rôle clé de Jean Van Loo, le premier à lui faire confiance à la Madrague, alors que son répertoire était très différent. Par la porte de Jean Van Loo, je rentre dans ce métier, en fait, avec mon copain Denis. Donc on s'appelle à l'époque Grovy et Prouters. On fait un peu de café-théâtre, on a commencé comme ça. Moi, je fais des numéros de travesti en caissière de supermarché, je fais le Christ sur la croix. C'est complètement dingue, quoi. Qu'est-ce qu'il vous trouve comme talent? Je pense qu'il nous trouve le talent de ne pas être comme les autres, d'être différent. En fait, un producteur cherche toujours ce qui est différent. La mode, c'est toujours innover, c'est créer, c'est prendre des risques. Je crois que Jean l'a déjà compris. Si le duo Groovy et Prouters connaît un succès relatif, un autre pari de Van Loo se révèle déterminant au même moment, celui placé sur un titre du groupe Paris Palace Hotel, alors produit par son associé français. Une ballade intitulée Born to be Alive, interprétée par un certain Patrick Hernandez. J'étais venu rejoindre Jean Van Loo pour une autre histoire que Born to be Alive. Mais c'est à la réécoute le soir, comme ça, devant la cheminée, et je lui ai rejoué Born comme ça avec une guitare acoustique. Qui était un vieux rock. Born to be Alive. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Et donc, à un moment, mon père, la troisième fois qu'il joue, j'étais là, je me souviens, mon père stoppe tout, il dit « Patrick, j'ai trouvé maintenant. On arrête tout ce qu'on a fait avant, on arrête, on va attaquer ça. J'ai l'idée, je vais le faire en disco. » Voilà, tout simplement. Une nouvelle version à des galaxies de l'original. C'est vraiment une idée de fou de la part de Jean Van Loo. Nous étions deux de Paris Palace Hotel. Il nous a dit, voilà, je vais vous donner une feuille de route. Vous allez aller dans un petit studio que je vous ai loué, qui est à Gemap. Vous allez me faire ma feuille de route. La basse comme ça, la batterie comme ça. Et il nous avait dit, après, faites ce que vous savez faire, faites quelques voix, faites un peu de guitare, faites un peu de... lâchez-vous. Et en fait, c'est ce qu'on a fait. Et quand on est rentré le soir de cette première maquette de borne disco, en fait, il nous a dit, vous venez de faire une bombe atomique. Pourtant, dans l'entourage du producteur moucronois, certains sont moins catégoriques. D'ailleurs, Jean, pour vous raconter un truc qui est assez marrant, un jour me convoque avec Denis, donc mon comparse de l'époque, dans une pièce. Il me dit, je vais te faire écouter 2 chansons. Et il me fait écouter Born to be Alive, qui n'était pas encore sorti, évidemment, et Rendez-vous,
qui était le deuxième titre qui devait être ce truc. Il dit lequel des deux tu préfères? Je dis moi naturellement, je dis le single pour moi c'est Rendez-vous. Il me dit tu seras jamais producteur. Parmi les sceptiques, il y a aussi et surtout le public qui découvre le titre pour la première fois. Mon père avait l'habitude, quand il produisait ou quand il était en studio et que le produit était quasi fini, de faire presser un vinyle. Parce que comme il avait la Madrague, qui était la discothèque de ma maman, et que pour lui c'était parfait pour essayer, et le soir il est arrivé à la Madrague, il est tout fier avec son vinyle et son travail de je sais pas combien de mois, et il le passe à la Madrague et la piste se vide. En écoutant Born to Be Alive. En écoutant Born to Be Alive. Et là, je me souviendrai toujours, parce qu'évidemment, Patrick le regarde, moi je le regarde, et il dit, je m'en fous, j'ai un tube. Il savait. Une conviction qui survit également aux timides débuts commerciaux, c'est qu'à la base, personne ne veut du morceau. On visite les gros, les majors. Tous les mecs nous jettent, quoi. Moi, je suis allé à Bruxelles. J'ai vu Roger Meulemans à l'époque, qui a été très client de Marcel et de Jean, puisqu'il avait Vogue avait distribué tous leurs disques précédemment, Vogue Belgique, la maison de disques, et Roger va rigoler quand je lui fais écouter le truc. Mais c'est quoi cette histoire? T'as dépensé trop de sous, etc. Enfin bon, on est jeté. Premier à y croire, le patron d'une firme de disques italienne, le déclic tant attendu. Monsieur Giannini a écouté la chanson, il a dit comme Vandelot, il a dit c'est une bombe atomique. Et il y avait les radios libres étaient déjà en cours avant nous. En 79, il y avait déjà des radios libres en Italie, et toutes les radios libres se sont jetées littéralement sur la chanson, ce qui fait que les discothèques s'y sont mis aussi. Et à partir de ce moment-là, entre la radio et la discothèque, ça a fait que c'est effectivement devenu très très rapidement, en quelques semaines, c'était numéro 1 en Italie. Et par répercussion de l'Italie, la Belgique, la France s'y est mis, et après le monde entier, donc l'Allemagne, la Suède, le Danemark, etc., etc. Et bien évidemment les États-Unis, les pays anglo-saxons, l'Australie, le Canada, etc., etc. Dans l'ombre du chanteur, Jean-Claude Pellerin et Jean Vanloo savourent cette réussite sans précédent, grâce à une inspiration hors du commun. C'est le premier hit qui place Moucron sur la carte de la musique mondiale. Jean a vu dans ce morceau ce que personne d'autre n'a vu. Il a vu le succès. Et c'est Jean qui a fait le succès de Born to Be Alive. C'est personne d'autre. Devenu un véritable classique avec 55 disques d'or récoltés, le titre devient au fil du temps une fierté moucronoise. D'autant plus qu'il s'accompagne d'une légende urbaine, à la vie particulièrement dure. Peu avant Holidays, son premier grand hit, Madonna aurait elle aussi, dit-on, vécu à Moucron, dans la foulée d'un casting de danseurs réalisé à New York pour Patrick Hernandez. Il s'en est présenté en 2 jours plus d'une centaine, vraisemblablement. Et il y avait donc Madonna qui s'est présentée. Et on a décidé, vu le talent de la jeune fille, qui avait 19 ans à l'époque, on a décidé de la mettre sur la bande et de ne pas, entre guillemets, gâter son image, puisqu'on l'a destinée éventuellement à faire autre chose. Donc c'est pour ça qu'elle n'a jamais dansé derrière moi. Ramenée en Europe, Madonna est en réalité restée à Paris, chez l'associé de Jean Vanloo, où cette photo a été prise. Le reste de l'équipe vient à Moucron, à peu près à la même période. Et donc, des années plus tard, beaucoup de gens ont cru avoir vu Madonna à Moucron, puisqu'en plus, dans les danseuses, il y avait une petite brunette, puisque Madonna est brune au départ, elle n'est pas blonde du tout d'ailleurs. Et cette petite brunette ressemblait un peu à Madonna. Je peux comprendre que presque tout le monde s'est dit, mais Madonna était ici à Moucron. C'est mon souhait le plus grand, mais malheureusement, Madonna n'est pas venue à Moucron. D'où provient cette légende urbaine de la ressemblance que vous évoquez? Oui, de cette ressemblance, oui, tout à fait, oui. Et puis aussi du fait, quand la légende est plus intéressante que la réalité, on choisit la légende, c'est normal. Après quelques mois à Paris, Madonna retourne aux USA pour suivre sa carrière solo, malgré le contrat signé avec Vanloo et Pellerin.
Et ils ont dit, on arrache le contrat, on n'a rien fait avec elle, on ne peut pas la tenir et garder son contrat puisqu'on n'a rien fait avec elle. Grand seigneur. Mais si, contrairement aux légendes, Madonna n'a jamais contribué à l'aventure moucronoise, d'autres artistes ont continué à écrire l'histoire dans des registres musicaux très différents. C'est la danse des canards qui, en sortant de la mare, se secouent le bas des reins et font coin. 2 ans après Born to Be Alive, l'improbable Danse des canards, produite par Marcel de Koekkoek, se hisse à nouveau au sommet des hit-parades, à la grande surprise de ceux qui ont entendu la démo chez le producteur. Et il sort une machin et j'entends. C'est la danse des canards. Dans ma tête, j'ai dit si ça marche, je me coupe les couilles. J'ai bien fait de ne pas le dire tout haut. À l'origine de ce nouveau succès, l'intervention des frères Cellier, des producteurs locaux exilés en France, où leur influence était considérable. Outre le fait que ça ait démarré à Moucron, les frères Cellier, qui sont aussi des Moucronois, mais qui sont partis à Paris depuis très longtemps, l'ont fait sortir en France chez CBS, puisqu'ils avaient un label, donc grosse compagnie de disques avec des moyens pour faire le marketing, la communication, etc. Et ça a été une machine de guerre colossale. Une machine de guerre moucronoise qui s'exporte à nouveau aux 4 coins du globe. Je l'ai entendu là dans des canards, moi, à Moscou, dans une boîte célèbre, Select. On avait été invités après un spectacle, et je vois le public qui danse la danse des canards. Les Russes, eux, ils s'amusaient, je te fais ci, je te fais ça. Voilà. Le succès international, c'est ça. Il en a vendu 4 millions. Bravo Marcel. Ce morceau, arrivé dans la foulée de Born to Be Alive, il a bétonné Moucron sur la carte de l'industrie musicale? Oui, parce que les éditeurs, les radios, RTL, à l'époque il y avait 3 radios, hein, RTL, France Inter et Europe 1, surtout Europe 1 à l'époque, ont compris qu'il y avait un espèce de creuset là dans cette région sur la chanson hyper populaire. Une région unique où l'aventure est alors loin d'être terminée. Je suis Rital et je le reste, et dans le verbe et dans le geste. Sous l'impulsion des frères Cellier, un certain Claude Barzotti, lui aussi repéré à Moucron, deviendra une véritable icône des années 80. Une époque où la cité des Hurlus est musicalement incontournable, quelle que soit l'évolution des modes. À partir de 88, la New Beat, mouvement 100% belge, s'impose comme la nouvelle tendance. De construction très basique, elle va permettre aux novices inspirés par la musique électronique d'accéder à la production. Un train dans lequel plusieurs Moucronois vont à nouveau s'engouffrer, comme cet ancien disquaire de la rue du Christ, dont le magasin Dicky Records, enseigne mythique fondée par son père, a été abattu depuis lors. Voilà ce qui reste du magasin, de son emplacement. C'était le 101, tous les gros hits de Dicky, et en tout cas quand j'étais là avec mon père, ont été conçus à l'étage. On est parti vers la New Beat, parce que cette New Beat était un phénomène énorme, et surtout c'était de la composition typiquement belge. Toutes les majors françaises, ils ne faisaient qu'une seule chose le jeudi, c'était nous téléphoner pour dire « Qu'est-ce que t'as de bon ? On signe, on signe, on signe ». On était vraiment le moteur en fait de cette musique belge. Une aventure entamée suite à une rencontre décisive. On a l'opportunité, on avait rencontré quelqu'un qui lui avait un peu de matériel musical et qui avait envie de faire de la musique. Et alors il nous disait, écoute, c'est quand même pas compliqué de faire un peu de musique, on fait quelques notes et hop, c'est parti. Et mon père a dit, ok, je relève le défi, on va créer cette musique. Et c'est comme ça en fait qu'on a pondu le premier titre, Acid Story, dans ce style-là, qui a cartonné. Le compositeur en question, le voici, Bruno Sancioni, musicien roubaisien autodidacte, arrivé chez Dicky avec sa maquette et accueilli à bras ouverts par le patron de l'époque, Roger Samin. Il n'a même pas réfléchi, il a dit ça c'est bon, parce que je pense qu'il savait qu'il allait avoir un tournant de la New Beat
Très vite, un rendez-vous est pris dans un grand studio. On va refaire le titre dans une ambiance différente, dans un vrai studio. Direction la Hollande. Et là, un énorme studio. Mais alors, quand j'ai vu la table, elle faisait au moins 4 mètres de long. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? C'est un Boeing 705. Je n'ai jamais vu de ma vie, moi, ça. Quand j'ai dit à l'ingénieur du son, j'ai dit, écoute, moi, j'ai que 6 pistes. Et là, on l'a pété de rire pendant au moins 10 minutes, parce que pour lui, c'est la première fois qu'il entend parler à un titre de 6 pistes. Et pourquoi l'ingénieur rigolait? Parce qu'en général, on demandait beaucoup plus de pistes. Exactement, exactement. On demandait 24, 32, voire 64. Pourtant, malgré sa simplicité, le titre devient rapidement un classique du genre pour lequel un groupe est constitué. Les disquaires locaux deviennent producteurs. Les disquaires se sont dit, pourquoi avoir un intermédiaire en plus? Donc ils se sont dit, on va produire nous-mêmes. Et comme ils avaient tous les codes, et que c'était beaucoup plus simple en studio, puisqu'il y avait les machines, les synthétiseurs, etc., il n'y a pas besoin de remettre 5 musiciens, ils ont naturellement créé un certain nombre de phénomènes, dont en particulier le premier a été la New Beat. Autre référence, le groupe Amnesia, né à quelques kilomètres de Moucron. Une formation alors produite par Bruno Van Gars, DJ et producteur toujours actif dans le nord de la France. T'en penses quoi, là? Je trouve qu'au niveau de la séquence acide, tu devrais un peu augmenter. Volontiers conseillé par sa fille, cet ancien disquaire amenin sous l'enseigne Disco Smash a aussi marqué la New Beat avec son hit Ibiza. J'ai la chance d'accéder à Olivier Peters, qui est donc le résident principal du Boccaccio à cette époque-là. Un quart d'heure après, il met le track. Il y a un silence dans la boîte. Les gens, c'est quoi ce truc? Et c'est parti, la folie. Tout le monde vient à la sono pour demander quel est ce titre. Et voilà, donc ça a commencé comme ça. Et à mon retour, le lendemain au magasin, je commence déjà à avoir des coups de téléphone de partout pour savoir, moi j'en ai besoin 2000, j'en ai besoin 4000, 500, et ça a commencé comme ça. Les prestations télévisées, quant à elles, sont gérées par Pascal Pente, alias Plastique, le matador le plus connu de l'époque. Ça a démarré tellement vite, tellement vite. Et c'était un tourbillon, on est parti dans le truc, les galas, les télés... Des prestations pour lesquelles il faut parfois ruser. Pourquoi un taureau? Pourquoi ce costume de matador? On était obligé d'adoucir l'image pour pouvoir passer en télé en France. Parce qu'on avait des titres Acid Science, Ecstasy. Et donc moi j'ai eu l'idée, comme j'étais habillé en matador, que j'avais pris un peu les idées du costume des danseurs d'Ibiza qui s'appelait Locomia. J'ai eu l'idée, je dis pourquoi pas mettre une tête de taureau qui bouge un petit peu avec les mains en l'air, la façon qu'on dansait, quoi. Et de ce fait-là, on a pu passer les télévisions en France. Le taureau était devenu un peu votre marque de fabrique. Exactement. Puis c'était fun, c'était marrant, quoi. C'était comique, quoi. Entre producteurs, disquaires et disquaires-producteurs, Moucron devient alors une référence dans la musique d'avant-garde. Le week-end, trouver une place dans les bars branchés de la Grand Place relève de l'exploit. Des bars devenus de véritables laboratoires musicaux. Parce que les disquaires nous fournissaient des disques, voire des maquettes, pour diffuser, pour voir la réaction du public à ce moment-là. Et s'il y avait des choses à changer, ou s'ils pouvaient sortir les plaques qui allaient marcher, quoi. Voilà, le marché du disque était testé en laboratoire sur la place de Moucron. Si je voyais que ça bougeait pas trop, je dis bon, laissez mort. Mais quand je voyais que ça commençait à gueuler et lever les bras, je dis bon, alors là, je vais dire à Roger, vas-y, tu peux le produire. Je pense que ça va le faire. On jouait plus volontiers comme DJ à Moucron des morceaux qui avaient été fabriqués à Moucron? Absolument. C'est-à-dire que ça m'est arrivé plein de fois que j'achetais mes disques et puis j'avais des dickies. Et j'avais des dickies parce que je savais que les dickies, j'allais les mettre. Parce que c'était Roger et qui disait intelligemment, bon, il faut les mettre, les gars. On contribuait à cette dynamique collective. Dance with me, move your body, your legs a bit. Une dynamique unique, toujours présente en ce début des 90s, lorsque la house music envahit les charts. Alors que Dicky Records entame la décennie avec le hit Age of Love de Bruno Sanchoni,
d'autres cartonnent en s'inspirant de répliques de films. Le dormeur doit se réveiller. Se réveiller. Les styles changent, le succès reste. Moucron et sa région demeurent plus que jamais des références en matière de production. C'est vrai que comme ça s'essouffle au niveau de la New Beat, on est à ce moment-là, on est en train de se pencher sur quelque chose à faire, bien entendu par rapport à la musique qui sort à ce moment-là. Là, c'est vraiment le début de la house music, la musique club, un peu la techno aussi, le début de la techno. Et à ce moment-là, on a l'idée de réaliser le Pleasure Game, le dormeur. Avec d'autres titres dans la foulée comme Ouna ou Le Parc, Bruno Van Gars confirme son statut de locomotive régionale, à tel point que les demandes de collaboration affluent de partout. Et c'est à cette époque-là, en 94, qu'on va monter un studio à Dautigny, près de Moucron, où on aura 3 studios qui tourneront H24, où on fera des productions sur production, parce qu'on a la pression des maisons de disques, surtout parisiennes, qui veulent des tubes. Des tubes qui sortent alors toujours des studios. Même si pression commerciale oblige, le registre change à nouveau. Des hits, le grand public l'ignore, encore et toujours conçus à Moucron et sa région, avec, comme le veut la tradition, certaines premières places au top 50. Ce soir, chez Boris, événement, c'est soirée disco. Associé à Bruno Van Gars, Philippe Donte franchit en 95 le cap du million de disques pour son titre Soirée disco. Un titre populaire, complètement assumé et toujours apprécié 30 ans plus tard sur les scènes où il se produit. Ce soir, à Moucron, soirée disco. Boris, on peut l'appeler ce soir, il s'en fout. Il a débranché le téléphone. Et ce soir, chez Boris, c'est soirée disco. Ça, c'est merveilleux. Quand on fait des tournées, des galas, des spectacles comme ici, on est content que les gens chantent les vieilles chansons, nous en demandent même pas de nouvelles. En fait, ils veulent même pas en entendre parler des nouvelles chansons. C'est un acquis dans la tête, dans la mémoire. Ils aiment ce genre de choses. On devient prisonnier d'un hit à partir d'un certain succès ? Oui, je crois que tu es prisonnier. Si tu laisses passer 5-10 ans après, oui. Alors tu as le passage où, oui, c'est bon, on a assez entendu, tu deviens légèrement ringard, et d'un seul coup, ça remonte et tu deviens culte. Et ça, c'est magique. D'un seul coup, ça change dans la tête des gens. Et après, tu restes à vie, quoi. En 96, BBE sera le dernier groupe régional à agiter les charts internationaux. Un succès que le producteur Emmanuel Top n'a pas souhaité évoquer face caméra. Au total, entre 1960 et 2000, des dizaines de tubes auront été produits à Moucron et dans sa métropole. Comment vous expliquez qu'un aussi grand nombre de hits soit originaire d'une si petite région en termes de kilomètres carrés ? Il y avait une émulation. C'est toujours ça. Il y en a un qui fait ça, l'autre il veut le faire aussi. Et ça, comme ça poussait toujours dans le bon sens. C'est parti de Jean, c'est parti de Marcel, mais derrière, il y en a eu d'autres qui ont poussé et qui ont fait aussi des gros succès. Voilà. Et c'est comme ça que ça se passe tout le temps. Hein. Dans une équipe de foot, quand il y en a un qui joue bien, les autres veulent jouer aussi bien que lui. Et c'est comme ça que l'équipe avance. On était très largement à l'avance, et quelquefois trop à l'avance, de phénomènes et de courants musicaux. Et je crois que ça, c'est lié de par d'abord l'état d'esprit ici des Moucronois, donc très très ouvert, vraiment extrêmement ouvert, et ensuite la position géographique. Situé à mi-chemin entre la Flandre et la France, Moucron a incontestablement bénéficié d'un brassage culturel prolifique. Pourtant, à partir de l'an 2000, l'usine à tubes va peu à peu s'enrayer. La faute aux téléchargements illégaux et à un marché musical en pleine mutation. On ne sait plus faire de tubes, mais on est à 100 000 nouveautés digitales par jour. Même les artistes qui signent chez nous produisent donc des titres, on les sort,
et puis il le joue dans un set ou deux, et la semaine d'après, il joue déjà autre chose. Tellement il y a des titres. Conséquence, des ventes qui s'effondrent, tout comme le volume de production locale. Pensez-vous qu'on va revivre ça un jour ici à Moucron? Honnêtement, je pense que non. La façon de produire a changé, la façon d'écouter la musique a changé. Les jeunes consomment la musique avec leur téléphone. Spotify, Deezer, YouTube, Apple Music. Donc c'est devenu très compliqué. Sans oublier l'impact considérable des évolutions technologiques. Il y a 10 000 titres qui sont produits par des grands groupes dont on va taire le nom, mais produits par l'intelligence artificielle. Où est-ce qu'on va être dans 5 ans? Est-ce qu'il y aura encore des producteurs? Est-ce qu'il y aura encore même des compositeurs? On ne sait pas. Il y aura des gens pour les écouter. Ça, toujours. La musique, on l'écoutera toujours. Mais comment va évoluer la musique? Je ne sais pas. Alors, comment évoluera le marché de la production dans la région moucronoise? Un nouveau cycle est-il possible? Bien malin qui pourra le dire. Si pour certains les années folles sont derrière nous, d'autres privilégient le scénario optimiste, celui où tout reste possible, à certaines conditions. Je parle pour les générations qui vont découvrir ce documentaire, qui est très important. C'est un peu notre credo, faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. C'est la condition sine qua non pour vous, pour qu'un nouveau cycle se mette en place? Oui, c'est la condition sine qua non. Et puis c'est tellement plus confortable d'être comme ça. Tout est possible. C'est ça qui est extraordinaire dans ce métier. C'est que, en fait, c'est un éternel recommencement. Ce qui s'est passé il y a 50 ans, ça peut se repasser demain. De toute façon, s'il n'y a pas de talent, il ne se passera rien. Mais s'il y a du talent, tout est possible.